Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Emmanuel Legras, directeur de l'ADI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler avec vous de cet événement important qui se profile la semaine prochaine, à savoir la semaine du microcrédit. Ça sera du lundi 31 au mercredi 1er février. On en parle plus amplement tout à l'heure, notamment sur ce que propose l'ADI lors de cet événement. À tout à l'heure pour en parler. Avec nous également sur le plateau, Antoine Padial, premier vice-président de la FMBTP. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là ce soir pour nous parler de cette situation préoccupante des personnes qui travaillent dans le BTP. Aujourd'hui, les entreprises souffrent énormément de la pénurie d'eau. Vous nous direz comment et pourquoi tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 26 janvier. Le MEDEF Mayotte tape du poing sur la table. L'organisation patronale, par le biais de son président Thierry Galarme, continue d'exiger l'application de la zone franche d'ici 2018, au risque de voir le chaos social s'installer au sein du département. Hier, alors que le MEDEF présentait ses propositions afin de relancer l'attractivité de l'île, le président a prédit la mort de l'économie locale si la zone franche n'était pas instaurée rapidement. Le point d'ouverture de votre journal. Le test de l'enquête budget de famille a démarré depuis le 18 janvier. Jusqu'au 25 février, ce sont 12 enquêteurs et 4 agents de bureau qui vont aller à la rencontre de 300 ménages afin de déterminer le poids des postes de leurs dépenses. À l'occasion du lancement de ce test, nous avons souhaité faire le point sur la manière dont est menée l'enquête de l'INSEE. Explication. L'association Les Apprentis d'Auteuil, Sanofi, My Lunettes ou encore le CHM ont lancé une opération afin de permettre à des dizaines d'élèves de bénéficier d'un dépistage de la vue. En effet, entre manque de moyens et manque de professionnels sur le département, des centaines d'enfants vivent une scolarité perturbée en raison de problèmes de vue. Reportage. Et on débute tout de suite avec ce sujet maintes fois évoqué et pour lequel le MEDEF œuvre d'arrache-pied pour sa mise en application à Mayotte, la zone franche. Actuellement en déplacement à Paris, le président de l'organisation patronale, Thierry Galarme, n'a pas lésiné sur les mots en brandissant notamment cette menace qui en dit long sur la situation du 101e département. Selon lui, en effet, si la zone franche n'est pas appliquée sur le territoire d'ici 2018, c'est la mort garantie pour l'emploi à Mayotte. Mayotte qui, on le sait, détient le taux de chômage le plus élevé de toute la France, à savoir 36%. Présent à Paris hier à l'occasion de la présentation du programme France Outre-mer 2020, le président du MEDEF Mayotte a ainsi proposé 7 actions phares pour relancer l'attractivité dans le département. Le point avec Sony Chamsidine et Adèle Laurent. Une zone franche ou la mort, déclaration sanglante et sans appel de Thierry Galarme. Le président du MEDEF Mayotte relance de nouveau l'idée de redéploiement immédiat de cette mesure sur le territoire. Une mesure pour laquelle la Confédération des petites et moyennes entreprises est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, le MEDEF a pris le combat. On s'en félicite parce que toutes les entreprises de Mayotte ont besoin d'être soutenues parce que notre département est un département au rabais. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres départements, donc on est avec le MEDEF sur ce combat. Un combat qui ne fait que débuter. Ce mercredi, le MEDEF affichait ses ambitions pour les Outre-mer. L'organisation patronale lançait son programme France Outre-mer 2020. Pour le 101e département, 7 propositions pour relancer l'attractivité du territoire. En tête, la zone franche. Et à l'approche de l'application du Code du droit commun dès janvier 2018, les entrepreneurs sont inquiets pour l'avenir de l'emploi à Mayotte. Nous n'allons pas laisser nos entreprises mourir. Nous allons licencier en masse pour pouvoir maintenir nos emplois. Parce qu'un chef d'entreprise, avant tout, c'est son emploi. L'emploi du chef d'entreprise est une priorité. Si le chef d'entreprise ne peut pas vivre avec son emploi, avec son entreprise, ça ne sert à rien de recruter ou d'embaucher des gens. Avant de fermer les entreprises, on va licencier en masse. Et ça va être une catastrophe sociale sans précédent. Une zone franche devenue vitale pour la survie des entreprises locales et éviter le chaos de l'emploi dans un département qui compte le plus fort taux de chômage. Mais cela a un coût, 60 millions d'euros sur 10 ans, d'après la Fédération des entreprises des Outre-mer.
Et on reste dans le domaine de l'économie. On va parler tout de suite de cette semaine du microcrédit avec le du directeur de l'ADI, Emmanuel Legras. Donc on vient de le voir à Mayotte, la situation en matière d'économie est préoccupante. Aujourd'hui, l'ADI intervient aussi pour améliorer un peu ce tissu économique. Dans quels termes ? Tout à fait. La mission de l'ADI est de permettre aux personnes exclues du système bancaire classique et très souvent donc du marché du travail de pouvoir se réinsérer dans l'économie par la création de son propre emploi, donc la création d'une micro-entreprise grâce à un outil qui est le microcrédit. Donc on va prêter des montants jusqu'à 10 000 euros pour favoriser le financement de la création ou du développement d'une micro-entreprise. En plus de ce microcrédit, on va proposer à l'ensemble des entrepreneurs des services de formation et d'accompagnement afin d'assurer la pérennité de l'entreprise justement et puis son développement. Aujourd'hui, on a également des chefs d'entreprise soutenus par l'ADI qui sont eux-mêmes devenus employeurs puisqu'ils ont créé des emplois. En effet, aujourd'hui, les statistiques sont plutôt alarmistes sur Mayotte, mais pour autant, il y a un vrai dynamisme quand même entrepreneurial et il s'agit de le soutenir. Mais justement, on parle d'emploi. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souhaitent créer leur propre emploi. Comment ça fonctionne ? Quel secteur, notamment d'activité, est le plus prisé ? Alors, l'ADI finance tout type d'activité. Pour autant, les entrepreneurs que l'on soutient vont s'engager plus volontiers dans le secteur du commerce. Donc, tout ce qui est commerce avec pignon sur rue, des doukas, des boutiques de prêt-à-porter, des boutiques de téléphonie ou autres, mais également du commerce sur les marchés, du commerce à domicile. Voilà, donc ça, c'est le principal secteur. Mais ensuite, l'ADI soutient des secteurs comme le BTP, comme la pêche, comme l'artisanat, comme le transport, le service à la personne ou aux entreprises. Voilà, tout type de besoins et tout type d'entreprise. Alors on parle également de développement, puisqu'il ne suffit pas de créer son entreprise, il faut la développer, qu'elle nous fasse vivre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des dispositifs qui sont justement affectés à ce genre de domaine ? Oui, tout à fait. L'ADI, donc, comme on le disait juste avant, favorise le développement de ces micro-entreprises puisqu'on les accompagne dans la durée. C'est-à-dire que les microcrédits, d'une part, sont renouvelables. Après avoir soldé un premier, voire un deuxième microcrédit, on peut renouveler. Généralement, en Mayotte, on va jusqu'à 5 à 6 microcrédits. L'accompagnement et les formations sont proposés tout au long de la relation entre le porteur de projet, le chef d'entreprise et l'ADI. Aujourd'hui, nous venons de finir notre étude d'impact. Il y aura une publication très prochainement. On est sur un taux de survie à 3 ans des micro-entrepreneurs mahorais soutenus par l'ADI de 84%. Ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale, avec des revenus générés qui sont au-delà du SMIC. Alors comment ça va se passer la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, on organise la 12e édition de la semaine du microcrédit. On a souhaité lui donner un nouveau souffle en le baptisant ADI Festival cette année. Derrière le terme de festival, on entend bien le partage, l'échange, le débat, puisque on va inviter des entrepreneurs mahorais que l'on a soutenus à venir animer avec nous des ateliers pour créer le débat justement avec des personnes, des visiteurs qui souhaiteraient des renseignements et s'inspirer du parcours de ces chefs d'entreprise. Donc on va avoir 3 jours de manifestation, le lundi 30 janvier à notre agence ADI de Mamoudzou, le matin un atelier qui s'appelle S'inspirer pour mieux créer, où là donc il y aura du témoignage, l'après-midi un atelier Lever les barrières de la création d'entreprise, et toute la journée des entretiens personnalisés avec nos conseillers. On va répéter ça le mardi 31 janvier à notre agence de Chirongui, et enfin le mercredi 1er février, on sera à notre agence de Dzoumenier. Le matin, des témoignages de chefs d'entreprise également, et l'après-midi, des ateliers ludiques sous forme de vidéos humoristiques pour justement lever les barrières de la création d'entreprise et du coup montrer que c'est un chemin du combattant, un parcours du combattant, mais avec un bon accompagnement, on peut y arriver. Moi, je rebondis sur ce parcours du combattant. On sait qu'il existe aujourd'hui plusieurs structures en fait, qui aident et qui accompagnent les porteurs de projets. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une articulation entre ces différentes structures, notamment avec l'ADI ? Oui, tout à fait. On travaille avec un ensemble de partenaires techniques. On travaille en très forte coordination. Donc on peut les citer, par exemple les chambres consulaires, comme la chambre de commerce ou la chambre des métiers. On a également la BGE, on a la couveuse d'activité Oudjarébou, le cabinet mahorais de conseil, Créa Pépite, etc. qui sont des structures qui sont là pour accompagner au montage de projets, mais également accompagner après la création et donc qui proposent des services complémentaires à l'ADI et on travaille tous en lien. Merci beaucoup, on suivra très près cet événement la semaine prochaine, à savoir le 31 janvier au 1er février. Merci beaucoup. Emmanuel Legras, directeur de l'ADI. Et maintenant, en application de la loi du 7 décembre 2010, Mayotte a acquis le statut de collectivité unique appelée département, exerçant à la fois ses compétences et celles de région. Sauf que depuis mars 2011, les compétences régionales font défaut, l'ancien conseil général n'ayant pas évolué en conséquence. Ainsi, pour remédier à ce problème, un colloque s'est tenu ces 2 derniers jours. Il vise à faire de Mayotte une collectivité territoriale unique, au même titre que la Guyane et la Martinique, afin notamment d'adapter l'institution aux particularités locales. Alors en quoi cela constitue-t-il exactement ? Je vous propose de faire le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet.
Révision du Code général des collectivités territoriales, traitement des questions relevant du Code électoral, prise en compte de certaines compétences au regard des spécificités du territoire. Le projet de toilettage institutionnel du statut de Mayotte est actuellement en discussion. Économie, développement humain, fiscalité, ressources, coopération régionale. L'objectif est de permettre à l'institution d'être mieux armée face aux compétences qui sont les siennes. Un expert venu spécialement pour l'occasion nous en dit plus sur ces 2 jours de colloque. Il s'agit, dans le cadre de ce toilettage institutionnel, d'abord de parachever et d'achever le processus purement institutionnel de collectivité unique qui a été entamé surtout à partir de 2009 et de la consultation de la population, et de renforcer le volet régional des compétences de la collectivité unique. D'autre part, il s'agit de mettre en place et de doter la collectivité unique de moyens déjà existants dans les textes, surtout dans la Constitution, mais en termes de processus, pour lui permettre à cette collectivité d'adapter réellement les textes et les compétences et les normes à la situation mahoraise. L'enjeu est immense, même si certains évoquent un retour en arrière. En effet, en juin dernier, le président du conseil départemental, le député Aboubacar ou encore le sénateur Ladjo ont signé une motion afin que la proposition de loi du sénateur Tani, qui portait sur ce toilettage institutionnel, soit suspendue. Un souhait exaucé par le gouvernement, mais que Tani Mohamed Soali peine toujours à comprendre. J'ai une impression un peu de perte de temps, ou en tout cas de retour en arrière, parce que moi je dirais 80 à 90% de ce qui est proposé, notamment dans le discours du président du conseil départemental, était déjà dans la proposition de loi que j'avais présentée récemment, et on aurait pu continuer avec la navette parlementaire à compléter si elle devait être complétée. Donc, mais bon, ce n'est pas grave, on rediscute à nouveau pour nous remettre d'accord à nouveau après la motion qui avait été votée à l'unanimité des conseillers généraux en 2012. Et j'espère que cette fois-ci, ce qui sortira de ces travaux, le consensus qui sortira de ces travaux, permettra définitivement de procéder à ce toilettage institutionnel. Il reste à espérer que cette fois, les élus réussiront à s'accorder afin de porter ensemble ce projet de toilettage. En effet, la départementalisation a été très mal préparée et cette refonte institutionnelle doit permettre de corriger le tir. La difficulté, c'est qu'on a étendu trop vite des normes, si vous voulez. La départementalisation, c'est entendu comme l'application du droit commun, devait être progressive et adaptée. Elle a été ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu d'adaptation réelle. On n'a pas prévu de dispositions spécifiques pour les rythmes scolaires, alors qu'on connaît tous la situation des écoles et de la scolarité à Mayotte. On n'a pas mis de dispositions spécifiques en matière fiscale, notamment en termes de valeurs locatives, de sorte qu'à l'heure actuelle, les valeurs locatives sont les plus élevées de France. Je pourrais multiplier les exemples. Donc effectivement, tout ce processus qui s'est passé n'a pas été suffisamment calé, adapté, voire dérogé à la situation de Mayotte. Et je pense que la nouvelle collectivité, enfin la collectivité unique qui existe, mais qui doit voir ses compétences renforcées et mieux calibrées, aura les moyens, dans le cadre de la future loi pour laquelle nous travaillons, les moyens de pouvoir mieux adapter les normes et les compétences à la situation de Mayotte. Le projet de loi, une fois rédigé, devrait être soumis à l'examen du Parlement courant 2018. Le chemin est donc encore très long et fastidieux, mais ô combien important pour le département. Et autre sujet maintenant, depuis le 18 janvier dernier, l'INSEE a entamé une phase de test de l'enquête budget des familles sur la consommation, le budget des ménages mahorais. Objectif ici, déterminer le poids des postes principaux de dépenses des ménages tels que le logement, l'alimentation, la santé, les transports ou encore les loisirs. Et si pour le coup nombreux sont ceux associés l'INSEE à de simples chiffres et statistiques, il faut rappeler que cela passe tout d'abord par un long travail de terrain. Nous avons donc souhaité en savoir plus sur les dessous de la phase de test de cette enquête budget famille. Les explications dans ce reportage signé Adèle Laurent.
L'enquête budget de famille avait déjà été menée sur le territoire en 1995 et en 2011. C'est à partir de cette dernière qu'il a pu être déterminé que 26% des ménages de Mayotte avaient une consommation liée à l'alimentaire et que 84% de la société mahoraise vivait en dessous du seuil de bas revenus métropolitain. Pour l'INSEE, l'enquête est donc fondamentale. Il est évident que l'éclairage qui est apporté par rapport à ces éléments sont des éléments de connaissance fondamentaux, d'abord au niveau central, mais aussi au niveau local. Ça nous permet de voir vers quelle société on se projette. On voit pour le moment que la société du loisir n'est pas encore très développée à Mayotte, mais on verra dans le futur si c'est des choses qui se développent ou pas. Et pour mener au mieux cette enquête, prévue pour octobre 2018, une phase de test a été mise en place. 12 enquêteurs, dont des agents parlant le shimaoré et 4 agents de bureau, se rendent donc depuis le 18 janvier dernier sur le terrain et intervieweront 300 ménages jusqu'au 25 février. Tout cela afin de permettre de calibrer au mieux le dispositif par rapport aux spécificités locales. 2 visites sont effectuées par ménage. Saïdou Tayara et Jackie Chavière nous en disent plus. Nous avons un questionnaire de visite chez le ménage, c'est-à-dire nous nous rendons 2 fois chez le ménage. La première étape, c'est pour en fait lui présenter, lui demander en fait des dépenses qu'il a eu, que le ménage a eu pendant une année et puis pendant 2 mois. Donc ça trace tout, soit que ce soit sur l'électroménager ou d'autres dépenses sur les vestimentaires ou chaussures et autres en fait. Le ménage doivent remplir toutes les dépenses durant la semaine. Donc 7 jours consécutifs entre la visite 1 et la visite 2. Donc là, c'est surtout qu'en ce moment, on est vraiment en phase de test. Donc nous, on est vraiment en soutien de l'enquêteur, mais on est aussi là pour observer les petits problèmes qu'on pourrait rencontrer, que rencontrent aussi les enquêteurs, pour se rendre compte des difficultés. Des réponses à un questionnaire et un carnet de dépenses à remplir pendant une semaine. Et pour ce test de l'enquête budget de famille, 2 agents de l'INSEE sont venus de métropole afin d'accompagner leurs collègues sur le terrain. Annie Chanu nous explique l'intérêt d'avoir fait le voyage. Ça nous permet de voir vraiment comment ça se passe sur le terrain. C'est très riche d'enseignements, de voir les spécificités qu'il peut y avoir à Mayotte. Et par exemple, on a vu les achats beaucoup de légumes en tas, donc alors que nous on a l'habitude de raisonner en kilos ou en grammes. Donc ça c'est vraiment propre ici au terrain et donc on essaiera d'adapter au mieux le protocole de l'enquête qui va débuter en octobre prochain pour avoir des bons résultats statistiques. Que consomme-t-on le plus à Mayotte? Quelles sont les différences de consommation entre les ménages les plus modestes et les plus aisés? Quel est le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de bas revenus? Cette enquête permettra d'y répondre, mais aussi de comparer avec les chiffres de 2011. Résultat, fin 2018. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 26 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le mois de février approche à grands pas, mais la saison des pluies continue de faire défaut. Hier, le comité de suivi de la ressource en eau s'est donc réuni afin de faire le point sur la situation. La retenue de Combani reste stable depuis maintenant 2 semaines, avec un taux de remplissage dépassant les 16%. Du côté de Dzoumogné, le niveau de la réserve continue de baisser puisqu'il atteint aujourd'hui 22%. Des chiffres inquiétants, puisque selon les prévisions météorologiques, l'arrivée des pluies de mousson devrait se faire au mieux au début du mois de mars. Les autorités prévoient donc la mise en place de nouvelles mesures. Pour ce faire, des groupes de travail vont être constitués afin de préparer les dispositions à prendre dans les semaines à venir. En ce qui concerne la question sanitaire, selon l'ARS, la veille épidémiologique ne révèle aucune évolution des maladies hydriques. Quant à l'arrêté préfectoral, la gendarmerie nationale et la brigade nature constatent des infractions régulières. Des infractions qui ne cessent donc d'être constatées alors même que l'île tout entière risque d'être soumise aux coupures. Depuis de nombreuses années, les syndicats de police réclament à corps et à cri un assouplissement des règles de légitime défense. Il y a quelques semaines, Bernard Cazeneuve annonçait la création d'un groupe de travail sur le sujet. Depuis, un texte a été rédigé afin d'aligner l'usage des armes à feu des policiers sur celle des gendarmes.
Mardi, le Sénat a adopté le projet de loi qui va désormais être soumis au vote des députés le 7 février prochain. En attendant, seuls les gendarmes peuvent faire feu lorsqu'ils sont agressés ou menacés par des individus armés pour défendre une zone qu'ils occupent, si des sommations répétées restent sans effet ou pour immobiliser des véhicules. Le texte va mettre fin à cette différence puisque s'il est adopté, policiers et gendarmes pourront utiliser leur arme après sommation pour arrêter par exemple une personne récalcitrante ou un chauffard fonçant sur eux. Par ailleurs, certaines dispositions vont également élargir le champ d'action des policiers municipaux. Le rendez-vous est désormais pris fin février afin de savoir si le texte sera définitivement adopté par le Parlement. Après les annonces faites par la compagnie Corsair mardi dernier, l'heure de la riposte a sonné du côté des concurrents. En effet, il n'aura fallu attendre que quelques heures avant qu'Air Austral ne s'aligne sur le tarif de 158 € aller-retour pour la ligne Mayotte-Réunion. Hier, la compagnie réunionnaise a annoncé proposer ce tarif jusqu'au 7 février, en ajoutant qui plus est un bagage en soute de 25 kg, soit 5 kg de plus que Corsair. La guerre continue donc de faire rage, même si cela amène tous les voyageurs à se poser des questions. En effet, ces alignements sur la concurrence, et ce quelle que soit l'offre promotionnelle lancée, laissent à penser que les marges enregistrées par les différentes compagnies sont faramineuses. Lorsque l'on sait que certaines compagnies proposent aujourd'hui des vols entre New York et Paris à 400 € aller-retour, il y a en effet de quoi être scandalisé. Néanmoins, les choses semblent en passe d'évoluer, d'autant qu'avec l'arrivée de la compagnie low-cost French Blue en juin prochain, ces baisses de prix régulières devraient s'installer sur la durée. Et je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Antoine Padial, premier vice-président de la FMBTP. On l'a vu tout à l'heure dans les brèves, on a parlé de cette pénurie d'eau qui persiste. On a vu avec des retenues collinaires qui sont en baisse, qui est avec un niveau inquiétant, avec des pluies qui ne sont attendues maintenant qu'à partir du mois de mars au mieux. Aujourd'hui, une situation qui préoccupe notamment dans le milieu du BTP. Vous allez nous dire pourquoi? Bonsoir. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que nous avons des entreprises qui sont arrêtées, des entreprises de grosses œuvres. On a fait un courrier au niveau de la FMBTP pour tirer quand même la sonnette d'alarme à la préfecture en demandant de pouvoir collecter les eaux de pluie, pour remplir des citernes, et puis encore pour faire ne serait-ce que pour que l'activité puisse continuer tant bien que mal. La DIAL nous a autorisé, donc ce qui s'est mis en place au niveau de la FMBTP et des adhérents, c'est que dès qu'il pleut ou quoi que ce soit, ils ont mis des systèmes de récolte d'eau pluviale pour continuer à alimenter les chantiers. Mais ça se fait toujours au compte-gouttes, surtout par rapport à ce qui tombe à l'heure actuelle, quoi. Alors on va expliquer, quand vous parlez des chantiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour maintenir un chantier, pour boucler un chantier, il faut de l'eau pour notamment faire le béton, par exemple. Voilà, pour faire le béton. Ça, surtout ce qui est gros chantier, bon, il y a toujours l'approvisionnement qui se fait au niveau des toupies, mais après, quand vous passez sur les finitions de chantier, vous avez les réagréages à faire, tout ça, on a besoin d'eau. Les carreleurs ont besoin d'eau, donc les carreleurs sont bloqués, et donc le fait que le gros œuvre soit plus long et tout s'ensuit, c'est-à-dire que ça va jouer sur le second œuvre. C'est-à-dire que toutes les autres entreprises, les chantiers vont prendre du retard. Les autres entreprises vont avoir de gros problèmes aussi, puisque ils ne pourront pas intervenir parce que le gros œuvre ne sera pas fait. À l'heure actuelle, il y a des chantiers qui peuvent tourner, mais si la situation continue, je pense que ça sera très dramatique, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises déjà qui subissent les conséquences en matière économique, notamment en termes de chiffres, par exemple? Écoutez, je sais qu'il y a des entreprises importantes qui devaient avoir des ordres de service pour démarrer les chantiers, ne l'ont pas eu, puisque donc il y a ces arrêtés au niveau de la préfecture. On attend que la situation s'améliore. Ce qui a été dit et fait, c'est que à l'heure actuelle, on attendait la pluie pour début février. Là, c'est le 19. Maintenant, on parle début mars. Est-ce qu'on aura une vraie saison de pluie ou pas? On ne sait pas. Si jamais on n'a pas une vraie saison des pluies, que les retenues collinaires ne se remplissent pas, là je crois qu'on court vraiment à la catastrophe. Et ce n'est pas quelques centaines d'emplois qui seront perdus, mais je pense qu'on va vers des milliers d'emplois
et sur du très long terme. Alors, vous avez parlé de ce courrier adressé aux autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont prévues si les choses n'évoluent pas? Là, pour le moment, oui, la DIAL, je crois, l'info, mais bon, à préciser, il y a eu une réunion qu'ils autorisent donc la collecte des eaux pluviales. Peut-être sûrement par rapport à des puits, mais qui ne font pas partie du réseau d'Asogia. Donc bon, on va voir también comment ça se passe, quoi. Nous, ne serait-ce qu'un exemple sur des chantiers sur lesquels je suis, on me demande à l'heure actuelle de poser des gouttières pour que le gros œuvre puisse récupérer les eaux de couverture, quoi. Alors on se doute bien que les grosses entreprises arrivent plus ou moins à gérer, mais il y a les toutes petites entreprises aujourd'hui. Mais il y a déjà pas mal de petites entreprises qui sont arrêtées, quoi. Donc suite à ça, je pense que ce qui va se passer, c'est que il y a le chômage partiel qui va se mettre en marche. Enfin, où il va y avoir des demandes. Je pense que on attend, des entreprises attendent après ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent sur les congés payés. Donc ceux qui ont les congés, ils prennent les congés. Mais le chômage partiel, je ne sais pas de temps que ça durera, puisque c'est des demandes qui sont faites pour une certaine durée, qu'il faut renouveler. Mais si vraiment la saison des pluies n'arrive pas, là je pense que ça sera très grave. Alors, on va suivre ce qui se passe du côté du BTP dans les prochaines semaines. Antoine Padial, vous restez avec nous pour finir l'addition. On verra ça dans les prochaines semaines avec vous. Antoine Padial, je rappelle, vous êtes premier vice-président de la FM BTP. Je vous remercie. Et enfin, cela n'a échappé à personne. À Mayotte, l'offre de soins est encore loin de ce qui se fait dans les autres départements français. Les remboursements, quant à eux, sont loin d'être alignés sur le droit commun. Et lorsque l'on sait que plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, il apparaît évident que les soins optiques ou dentaires sont inaccessibles pour la majeure partie de la population. En effet, ces derniers sont très chers et c'est justement la raison pour laquelle un partenariat a vu le jour afin d'offrir à des centaines d'enfants un dépistage gratuit. Davantage de précisions dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. À Mayotte, des centaines d'enfants connaissent des problèmes de vue. Néanmoins, nombre d'entre eux ne se font jamais dépister et sont donc contraints d'étudier avec ce handicap certain. Dans ces conditions, le directeur de l'association Apprentis d'Auteuil a décidé d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Effectivement, nous on a identifié qu'un certain nombre de nos jeunes étaient en difficulté dans les apprentissages et dans leur scolarité parce qu'ils avaient des problèmes de vue notamment, et donc on a essayé de réunir les conditions pour pouvoir répondre à leurs problèmes. Alors on a fait appel dans un premier temps à un médecin bénévole pour identifier en fait quels étaient les élèves qui avaient des problèmes de vue. Donc on a fait passer 300 élèves dans notre établissement avec un médecin bénévole, et ensuite on a mis en place le partenariat avec Julien Pavageau et My Lunettes, et puis l'ophtalmo du CHM. Donc tout ça, forcément, ça a un coût, mais grâce à la mobilisation donc de l'ophtalmo, et également de My Lunettes, et puis de Sanofi, on arrive à répondre à cette problématique aujourd'hui pour quasiment 45 à 50 élèves de notre établissement. Ce matin, une poignée d'élèves avaient ainsi rendez-vous chez l'opticien My Lunettes. L'occasion de passer à l'étape suivante, à savoir le choix des verres et des montures. Il y a des aides qui sont mises en place évidemment, mais les gens n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des problèmes de vue. Et effectivement, l'accès aux lunettes n'est pas facile pour tout le monde, c'est quand même un petit budget. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous de participer, de travailler gratuitement pour aider ces jeunes. Si le prix des lunettes représente un frein pour des milliers de parents, il apparaît évident que le manque d'ophtalmo à Mayotte contribue également au problème de dépistage. Il y a aussi le problème au niveau des ophtalmos, effectivement. Il n'y a qu'un seul ophtalmo pour le moment, le docteur Delagarde du CHM. On fait avec, mais c'est vrai qu'effectivement, l'idéal serait d'avoir facilement 2-3 professionnels en plus et un dépistage dans les écoles plus systématique, de façon à dépister plus facilement les enfants. En effet, avant d'envisager des dépistages dans les écoles, encore faut-il réussir à attirer davantage de professionnels. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Faouzia Korji. À 7h30, ce sera au tour de Mahmoud Aziari qui revient avec de nouvelles activités. Bonne soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain 19h.